Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour une émission tout à fait particulière, puisque vous le savez, en province de Namur, c'est l'année des saveurs, et on a décidé de fêter ça à notre manière finalement, en vous proposant une émission entièrement consacrée au bonheur, aux saveurs, au goût. Entre autres avec vous, Monsieur Adam, on est ici à la brasserie Les Fagnes à Mariembourg, une brasserie qui a été créée en 1998, je crois, et qui a comme principe en fait d'avoir tout centré autour du visiteur. Tout à fait, donc plutôt que de concevoir une brasserie dans un but de production et après d'organiser des visites, on a préféré d'abord développer un site d'accueil, je vais dire pour individuels, pour groupe, qui est vraiment notre spécialisation. Et dans ce site d'accueil, nous avons une entreprise de fabrication de bière artisanale, où là aussi tout l'horaire de fabrication a été organisé suivant les jours de fréquentation, puisque nous brassons ici du mercredi au dimanche. Le système de visite est permanent, donc les gens peuvent discuter avec le brasseur, peuvent dialoguer, peuvent assister à l'embouteillage et finalement tout cela d'une manière gratuite, conviviale, avec un personnel bilingue, voire trilingue. Ça c'est assez étonnant parce qu'on est dans une région qui, a priori, n'était pas vraiment une région brassicole en fait ici. Non, c'est vrai que les régions qui se sont plus développées au niveau brassicole, c'est plutôt la région du Hainaut. Il y avait évidemment beaucoup de brasseries dans le Namurois. Il faut savoir qu'en 1900, il y avait 3223 brasseries en Belgique. Nous, quand nous avons ouvert nos portes ici, nous étions la 115e, 116e brasserie. Je vais dire, la région ici ne s'y prêtait pas plus que d'autres. Bon, on a la chance ici de l'installation de la brasserie à Mariembourg. On a la chance de profiter d'une eau qui vient du Ridrom, qui est une réserve naturelle au milieu des bois. Et on se retrouve dans ce paysage superbe qui est un mélange de prairies, qui est relativement boisé et qui invite à la promenade. Alors on va se promener tout au long de cette émission à l'intérieur de la brasserie. On va découvrir un peu les différentes étapes du brassage. Mais on va se tourner maintenant vers une association en fait, qui a comme objectif d'amener les gens, d'amener les jeunes spécialement à découvrir ou redécouvrir le goût. Cette association s'appelle l'ASBL Animus. Vous savez pourquoi je viens? Non? Non, vous n'avez aucune idée. On vous a rien dit. Alors on va commencer par goûter. Alors je vais vous donner un gobelet à chacun. Et vous allez tous fermer les yeux quand vous aurez votre gobelet devant vous. Et je vais vous verser quelque chose dedans. Et vous goûterez. D'accord? Vous allez deviner ce que c'est. Prendre le temps de sentir, de goûter, de distinguer des goûts et des odeurs familières, en voilà des actions pour le moins banales. Pas tant que ça. Tout parce qu'il faut de la place pour le reste. Tout doit être pris. C'est simplement essayer de retrouver les saveurs de départ. Donc les goûts au départ, les goûts des fruits, les goûts des légumes, etc. Essayer de retravailler plutôt que les goûts chimiques qu'on a maintenant. Chaque petit pot a une odeur dedans. Vous allez essayer de me retrouver l'odeur que ça a, d'accord? On va essayer un. D'école en école, de classe en classe, Animus s'est donné pour mission de transmettre un savoir tout en amusant. Premier défi à relever, captiver les enfants. Tout un art. Est-ce que vous vous souvenez des petits points qu'il y a sur la langue? Comment ça s'appelait? Ce sont des papilles gustatives, oui. Gustatives, c'est compliqué, mais papilles, c'est déjà bien. Et puis ce matin, j'étais super en retard quand je me suis levée. J'ai vraiment pas eu le temps de déjeuner et j'ai bu un jus de pamplemousse. C'était quoi? Sucré! Je vais vous apporter du jus de pamplemousse et vous allez voir si ça va faire le même effet qu'un bonbon, les petits lots. Je trouve que les 5 sens passent vraiment 4 km au-dessus de leur tête à l'époque actuelle, quoi. C'est vraiment plus leur priorité de savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils goûtent. Ils ont d'autres préoccupations, quoi. Ils ont un petit peu perdu l'idée des saveurs et l'idée des goûts, donc ils vont redécouvrir tout ça avec une animatrice différente de leur institutrice. Et finalement, que reste-t-il de cette découverte? Il y a sucré, amer, acide et salé. Aussi ludique que didactique, Animus sillonne le pays, sensibilisant les enfants à d'autres thèmes encore. Bonjour à tous, Madame Cos, bonjour. Vous êtes notre guide dans ce musée un peu spécial, musée de la bière. Alors comme on le sait, la bière c'est une longue histoire et notamment concernant cette brasserie, bien c'est une histoire vieille de 150 ans. Effectivement, nous avons reconstitué ici la brasserie de Gauquier de Chimay.
C'est une brasserie qui a ouvert ses portes en 1858 et qui les a fermées en 1977. Elle a connu 4 générations de brasseurs et on y brassait de la bière de table, blonde et brune. Et vous avez ici notamment cette fameuse cuve d'empâtage. Alors cuve, comme on le voit, qui est ouverte, et c'est justement ici l'intérêt de la chose, c'est que la plupart des appareils sont ouverts à l'air libre, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où le processus de fabrication se fait plutôt de manière hermétique. Oui, d'ailleurs, vous avez par exemple ici ce fameux bol de l'eau refroidisseur qui permettait au mou de se refroidir avant la fermentation. En fait, le mou circulait le long de ces tuyaux qui étaient remplis d'eau glacée, d'eau très froide, et il aboutissait ensuite au bac de fermentation. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça se fait plutôt de manière hermétique. Le mou circule dans un tuyau entouré d'une gaine d'eau froide. Alors, autre spécificité du lieu, c'est qu'ici, tout est placé de manière horizontale, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui dans la plupart des cas. Mais il y a 150 ans, et on le sait peut-être moins, la disposition était plutôt verticale, et pour une raison bien précise. En fait, on partait du stockage du grain au grenier pour terminer par le stockage de la bière à la cave. Et c'est tout un système de vannes que l'on ouvrait et que l'on fermait entre les différents étages qui permettaient les différentes opérations de fabrication. Alors, ultime étape justement, ça va de soi, c'est le transport. Et là encore, bien, on retrouve les moyens d'époque. Voilà, la bière est terminée, il faut la vendre, il faut la commercialiser. On trouve pour ça le petit camion de brasserie qui date de 1919, modèle Citroën. Et juste après, la charrette à bras qui servait à transporter les tonneaux. Bien, moi, je vous propose de ne pas quitter justement le monde des saveurs. Bon, on va se passer de la bière un instant, mais on va retrouver les saveurs des plantes avec un jardin bien particulier lui aussi. C'est l'objet de notre séquence profil. Aux confins de la province de Namur se trouve un jardin qui ne peut passer inaperçu, le jardin du Centre Marie-Victorin. Géré par le Cercle des naturalistes de Belgique, ce jardin se veut une vitrine écologique et didactique de la flore régionale, une flore particulièrement riche car cet endroit du Namurois bénéficie d'un climat tout spécial. Nous sommes dans la région de Belgique la plus riche au point de vue de la flore. Je vais vous donner un chiffre, nous allons même arrondir, on a 74 exactement, 75% de la flore de Belgique que l'on peut rencontrer sur l'entité du parc naturel Viroin-Meuton. C'est absolument extraordinaire. Et cela est dû au fait que nous sommes à la limite de 4 régions géographiques, et spécialement ici à Vière, entre la Calestienne, qui est calcaire, avec ses coteaux calcaires, qui rappellent un petit peu des régions beaucoup plus méridionales. Nous avons d'ailleurs ce qu'on appelle le mésoclimat subméditerranéen. Et puis on passe le Viroin, où nous sommes ici, par exemple, au Gîte des Jeunes pour l'environnement. Vous êtes en rive droite du Viroin et vous êtes en Ardennes. Donc vraiment, opposition de régions géographiques, de climats différents, de sols différents, ce qui va permettre alors la présence d'une multitude de plantes. Plus de 160 espèces indigènes sont ici conservées, cultivées et présentées au public au travers des jardins ou des produits qui en sont tirés, comme ce mélange d'herbes aromatiques semblables aux herbes de Provence, dans une version plus subtile et typiquement namuroise. Des plantes au goût délicieux qui ont aussi un impact sur notre santé. Bien souvent, une plante est à la fois médicinale, aromatique, condimentaire. On va prendre un exemple, si vous voulez bien, le thym. Le thym est une plante aromatique, aromatiser les plats en cuisine, ça c'est fort bien connu. Donc c'est une plante condimentaire puisqu'elle est utilisée en cuisine, mais c'est aussi une plante médicinale, une des grandes plantes médicinales. On connaît actuellement plus de 400 principes actifs qui se trouvent dans le thym, donc c'est vraiment à la fois médicinal, aromatique, condimentaire. Médicinal et aromatique, avec les plantes, la santé commence dans l'assiette. Mais s'il suffit d'ajouter de l'ail à sa salade pour bénéficier de ses propriétés stimulantes, ce n'est pas toujours aussi simple. Si vous mettez, par exemple, je viens de dire la ciboulette, le thym, la sauge, des fleurs parfois aussi, en cuisine, oui, vous allez forcément, dans certains cas, bénéficier des propriétés de la plante, mais pas nécessairement, puisque pour certaines plantes, vous devez extraire le principe, donc soit par ébullition, soit une racine que vous avez fait bouillir pendant un certain temps, soit une plante très délicate que vous allez juste verser de l'eau bouillante, laisser infuser quelques minutes. Donc, le mode d'extraction des principes actifs est extrêmement important si vous voulez vraiment bénéficier des propriétés de la plante. Des extractions, des préparations qui doivent être faites par des professionnels, car s'il est important de se souvenir des richesses des jardins et de savoir que l'aubépine, par exemple, qui fleurit partout dans nos régions, peut diminuer vos problèmes de tension, il faut aussi comprendre que se soigner par les plantes n'est pas forcément sans danger. Le mieux, c'est encore de ne pas tomber malade et des milliers de plantes aux saveurs incomparables vont vous y aider. Nous
voici à présent dans l'antre secret de la brasserie. Alors ici, malheureusement pour vous, bien, vous allez devoir vous passer d'une bonne partie du plaisir de la découverte, puisqu'elle est essentiellement olfactive, et je vous assure que ça sent très bon ici. Alors Monsieur Piron, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle maître brasseur. Alors dites-nous, maître, combien d'épices différentes vous avez ici dans ce petit local? Donc on utilise ici environ une vingtaine d'épices, mais alors il faut savoir que l'on va pouvoir utiliser toutes les épices retrouvées à travers le monde pour la fabrication de la bière. C'est surtout le dosage qui importe. Donc le plus délicat, c'est le dosage. On va procéder par des essais pour trouver le juste dosage. Le but n'étant pas de couvrir le goût de la bière, mais juste d'avoir une note supplémentaire. Alors il y a des épices vraiment de base, classiques? Donc il y a les épices de base. On a par exemple ici les écorces d'orange amère. Oui. Donc vous pouvez constater que l'odeur est très faible. Par contre, si elle est brisée, les arômes vont s'en dégager. Oui. Donc toute épice est concassée avant son utilisation pour extraire les huiles essentielles. Puis on a une autre base, enfin une épice classique, c'est la coriandre. Coriandre utilisée pour apporter un peu de piquant à la bière, et également l'arôme du coriandre. Et alors on a des épices utilisées un peu plus de manière extraordinaire. On a par exemple ici l'anis étoilé qui va être utilisé pour donner une petite touche anisée à la bière. Oui, je confirme. Alors, à côté de tous ces épices qui donnent la touche un petit peu exotique, il reste malgré tout la base de la bière, malt, houblon, mais avec quelques variétés également. Donc la base, c'est le houblon, le malt pâle, et alors les maltes colorés qui vont apporter du goût et de la couleur à la bière, et ainsi que le houblon qui lui va apporter l'amertume et l'arôme du houblon à la bière. Eh bien, merci Monsieur Piron de nous avoir mis ainsi l'eau à la bouche, et nous allons effectuer notre petit tour des actualités avec immédiatement la séquence provision. Quelques milliers de jeunes dans les rues de Namur, ce n'était pas la révolution, c'était les Polyfolies, rassemblement unique de 70 maisons de jeunes de toute la Wallonie. Les membres et animateurs étaient venus pour fêter les 50 ans d'existence de ces maisons des jeunes. Cortège, animation et de nombreux ateliers ont rythmé cet anniversaire. On était là pour s'amuser, bien sûr, mais aussi pour prouver que les jeunes ont du talent. Ce n'est pas une école, ce n'est pas un musée, c'est une invitation à voyager, un espace de liberté, c'est la maison de la Pataphonie. Installée à Dinan, dans un bâtiment du XVe siècle, la maison de la Pataphonie vient d'ouvrir ses portes et invite les petits et les grands à découvrir des matériaux aux résonances insoupçonnées. Les instruments magiques et bizarres inventés par Max van der Vorst transforment le visiteur en compositeur pour le plaisir. Une expérience d'où l'on sort étonné et surpris avec l'envie de faire résonner le monde. Le prince Philippe s'est rendu dans le Namurois, c'était au mois de mai. Il était venu admirer le Modigliani, entendez, le 12e bateau fabriqué par le chantier naval de Baie, l'entreprise Meuse et Sambre. L'occasion pour le prince de parler du tourisme fluvial qui ne tardera pas à se développer dans notre belle province. Comme son fils, Sa Majesté le roi Albert II nous a fait l'honneur d'une visite, le temps de faire concrètement connaissance avec l'agrobiopôle wallon, c'est-à-dire le pôle d'excellence pour les filières agroalimentaires. Le roi a donc visité l'usine Kraft Food Namur, l'une des premières à implanter la gestion intégrale de la qualité. Le roi a attentivement écouté ses explications et observé les mesures prises tout au long de la chaîne de travail pour que le produit soit sans défaut. Des produits que le roi n'a pas manqué de goûter, bien sûr. Le domaine provincial de Chefton a dévoilé une toute nouvelle attraction pour les petits. Un énorme cheval de 12 mètres de haut invite aux plus folles cabrioles. Inspiré du cheval de Troie, ce nouveau jeu porte pourtant le nom de Refuge des 4 fils Aymon. Il a déjà été plébiscité par le public concerné, la preuve qu'il existe une alternative aux parcs commerciaux. Je cargue la grande voile vers les pays lointains. Comme tout le monde, je me crée des géographies. Un peu moins peut-être. Des vers de Michel Gilles ont résonné lors de l'inauguration de l'espace Michel Gilles à la Maison de la Poésie. Une maison qui était pour le poète un lieu où se conjuguent rêves et actions, une maison où il se sentait chez lui.
Immigrants, clandestins, réfugiés, sans-papiers, passeurs, des mots qui résonnent dans l'actualité et qui recouvrent une réalité qu'on connaît mal. Annoncer la couleur était à Namur pour expliquer à 180 jeunes ce que sont les migrations. Par des jeux et des discussions, chacun découvrait la vie des migrants, ce qui pousse les gens à l'exil, les difficultés du voyage, la dureté de l'accueil en pays occidental. Quelques chiffres, quelques informations, cela suffisait à initier une réflexion sur l'injustice des relations mondiales. On termine cette revue de l'actualité avec les mérites sportifs décernés par la province de Namur. Un accessite à Jeannot Mulolo, champion du monde et d'Europe en karaté. Un autre accessite à Thierry Dobrès, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques. Le trophée de l'espoir pour Sarah Louis Limbala, jeune sprinteuse et lanceuse de marteau. Et enfin le mérite sportif 2001 pour les frères Rocus, tout amusés de n'avoir qu'un trophée pour deux. Voilà alors une belle couleur dorée pour cette bière blonde en train d'être brassée. Donc vous l'avez vu tout à l'heure en début d'émission, là les appareils étaient tous ouverts. Ici tout est hermétique. Donc on est vraiment au cœur même de la brasserie des Fagnes. Monsieur Pirot, rappelez-nous en quelques mots les différentes étapes alors du processus de fabrication. Donc le premier jour de travail va se passer ici où on va réaliser le brassage. Oui. C'est-à-dire que l'on va extraire les sucres du malt. Dans les cuves donc. Oui. On va récupérer le jus sucré que l'on appelle le mou. Oui. Ce mou, on va le faire bouillir. C'est à ce moment-là que l'on va rajouter les houblons, les épices, où l'on va extraire les substances amères du houblon, les huiles essentielles qui vont participer au goût et au parfum de la bière. Alors tout cela se fait vraiment en un jour, le premier jour? Ça c'est le premier jour. Ensuite, le processus total va prendre un minimum d'1 mois. Ah oui, 1 mois tout de même. Donc ça fait malgré tout pas mal de travail. C'est surtout beaucoup de surveillance. La surveillance pendant laquelle il y a d'autres opérations qui entrent en ligne de compte Après ce brassage, on va réaliser la fermentation, la garde et enfin le soutirage. D'accord. Et bien voilà, Cédric, j'espère que vous aurez bien tout retenu et surtout tout compris. Écoutez, c'était un peu plus clair, Nathalie. Bon, allez dans la séquence suivante, la séquence propos. On s'est un petit peu posé la question de savoir ce que c'était concrètement qu'un produit du terroir, quels étaient un petit peu les aliments qui étaient devenus au fil du temps des produits de terroir et quels étaient ceux qui avaient disparu un petit peu au fil du temps. C'est la séquence propos. Quand on parle de produits du terroir, on pense souvent à l'idée de produits de qualité, pas industriels, faits de manière artisanale, sans additifs et aussi avec un savoir-faire vraiment ancestral. Si on prend au sens strict les produits du terroir à l'époque préhistorique, eh bien, le fond de base, qui est toujours le même chez nous maintenant, c'était au point de vue graisse. Les graisses de base, c'est pas l'huile d'olive. Chez nous, c'était le beurre, le saindoux. Les viandes de base, c'était le porc et le bœuf. Le légume de base, c'était surtout le chou. Et alors, le fruit le plus ancien de chez nous, c'est la prune. Par exemple, ce qu'on croit être du wallon, quand on dit prune en wallon, des biocs ou des bulocs, eh bien, ce n'est pas un mot dérivé du latin comme le wallon, c'est un mot d'origine celte, puisque en Bretagne, en breton, qui est une langue celte, pour dire des prunes, on dit également des biocs. Alors comment la pomme de terre peut-elle être considérée comme un produit du terroir? Eh bien la condition c'est que quand la pomme de terre est arrivée, au départ c'était considéré comme une nourriture pour les cochons. Et puis petit à petit ça s'est intégré avec les produits du pays. Le lard, le chou, c'est la potée au lard, la potée au chou. Alors il y a eu vraiment une recréation de recettes et on fait de la potée au chou ici comme on n'en fait pas au Pérou, pays d'origine de la pomme de terre. Et alors là c'est vraiment devenu un produit du terroir. Le plus bel exemple c'est l'escavèche. En fait, l'escavèche, qui est devenu vraiment une spécialité de la Namur, l'escavèche est un produit d'origine persane. Le mot escavèche vient du persan sikisbé, qui veut dire nourriture acide. Et comme on n'avait pas les frigos ni les congélateurs, on conservait dans du vinaigre. Et c'est une recette, un procédé de conservation dans le vinaigre qui a été créé par les Perses, qui l'ont transmis aux Arabes. Les Arabes l'ont transmis aux Espagnols. Et les Espagnols nous l'ont apporté ici lors de l'occupation espagnole. À côté des produits importés, il y a hélas des produits qui disparaissent. Par exemple, l'écrevisse de Meuse. Jusqu'au début du siècle, Namur était considérée comme une des capitales de l'écrevisse. On voyait des écrevisses à la carte de tous les restaurants. Maintenant, c'est fini, il n'y en a plus. Les écrevisses qu'on a dans les restaurants, c'est des écrevisses importées. Il y a aussi la truite sauvage. Maintenant, ce n'est plus que de la truite de pisciculture nourrie aux farines. Une vraie truite sauvage, on n'en retrouve pratiquement plus, sauf les pêcheurs et encore. Un autre produit disparu, c'est le vieux pistolet de Namur, qui était très croustillant, très compact, qui n'était pas fait avec de la pâte très mousseuse comme le pistolet actuel.
comme les crenets. Les crenets, ce sont tous des petits pains qui tiennent les uns aux autres et qui sont extrêmement onctueux. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des créations. Chaque année, il y a des concours de cuisine, il y a des restaurateurs, des étudiants qui créent des recettes, mais elles ne perdurent pas toutes. Mais alors il y en a une qui perdure notamment et qui est vraiment devenue une spécialité namuroise, c'est la recette de sauce sambrémeuse qui a été créée par un chef du château de Namur dans les années 50 qui s'appelle Dubuisson. C'est une sauce tomatée, crémée, tomatée à l'estragon. Et maintenant partout, vous trouvez cette recette sambrémeuse. Il y a aussi des circonstances économiques qui ont provoqué l'apparition de nouveaux produits, notamment les problèmes que les fermiers ont eus. Ils se sont recyclés, certains sont allés dans le Périgord, ils ont appris à faire du foie gras il y a plus de 20 ans. Et maintenant, le foie gras est vraiment devenu une spécialité du pays. Également, les lois sur les quotas laitiers ont fait que beaucoup de fermiers se sont mis à faire toute une série de fromages. Avant, il n'y avait pratiquement qu'un fromage connu ici, c'était la boulette ou la cassette, comme on dit, la boulette de Roméden. Et maintenant, il y a toute une efflorescence de fromages belges dus à ces quotas laitiers et qui deviennent vraiment des produits du terroir, ils sont vendus tels quels. Bon, ben, vous le voyez derrière moi, hein, ça vit, ça bouge beaucoup ici, il y a toute une série de dégustations. Alors nous, on va passer maintenant à quelque chose qui me tient à cœur quand même. On va parler de terroir, de produits, on va parler d'une recette. Les côtes de porc au pruneau. Alors préparez le crayon, le papier, et puis pour avoir tous les détails de la recette, ne vous inquiétez pas, il suffira de téléphoner au numéro de téléphone qui s'inscrit maintenant sur votre écran et on vous laisse une bonne dégustation derrière. Cette recette va être départagée en 4 phases. Nous allons d'abord commencer par mouiller les pruneaux et les cuire. Ils doivent cuire une demi-heure. Et puis après, on va réaliser la cuisson de la viande. Ensuite, l'élaboration de la sauce. Et en finale, on va dresser sur assiette. Et bien voici les pruneaux. Il y en a 12. C'est une recette pour 2 personnes. Il y a 12 pruneaux et alors de la bière brune de qualité, bière brune du pays, 2 décilitres et demi. Et ça doit cuire pendant combien de temps? Eh bien, ça doit cuire 30 minutes, maximum 30 minutes. Je suppose que c'est pour enlever l'amertume de la bière. Exactement. Et en même temps, les pruneaux vont adoucir un petit peu la bière. Au fait, il faut que ça réduise au moins de moitié. Voilà, j'assaisonne les côtes de porc, poivre, sel. Alors, tu vois, Jacques, elle est humide. Oui. Il y a de l'humidité et nous allons la sécher avec la farine. Sinon, si je dépose ça dans l'humidité dans le beurre, ça va donner de l'humidité au beurre et ça va être néfaste pour la cuisson. Voilà, on enlève l'excédent de farine. Au fait, la cuisson de la viande, c'est très très important pour la réussite de la sauce. C'est ici que ça démarre déjà pour avoir une bonne qualité de sauce. Au fait, on doit essayer d'obtenir dans le fond d'ustensile du caramel. Les sucres de la viande doivent se caraméliser dans le fond de l'ustensile. Si l'intensité du feu est trop vive, mon beurre brûle. Et je dois jeter le beurre et je n'ai pas de caramel. Par contre, si l'intensité est trop faible, le jus de la viande sort et va dans le fond de l'ustensile et il n'y aura pas non plus de caramélisation. Donc c'est très important. Alors, on doit toujours entendre ce petit bruit-là de grésillement que fait le beurre. Voilà, les côtes de porc sont cuites. Je m'attaque aux pruneaux pour commencer. Je vais les retirer de la bière. Et vous allez voir que finalement, de la bière, il n'en reste plus que à peine la moitié du départ. Je tiens ça au chaud. Je vais retirer les côtes de porc. On va aussi les tenir au chaud. Et alors je vais vous montrer le caramel ici. Voilà, voilà ce qu'il faut obtenir absolument. Ces sucres de viande qui sont caramélisés ici. C'est ça qui va donner le corps à la sauce. Je vais déglacer avec la bière réduite. Il y a un peu de graisse, mais je vais la laisser, ça ne sera pas un problème. Je vais délayer le caramel qui s'est déposé. Et alors on va ajouter mais un tout petit peu de gelée de groseille. Mais vraiment un petit peu, parce qu'il ne faut pas quand même que ça soit sucré. Je prends, on peut toujours en remettre après, mais je suis prudent. J'en mets très peu. Voilà. Je délaye. Maintenant, je vais ajouter le décilitre de crème. Aussi. Et là, je vais donner un petit bouillon.
Et alors rectifier également l'assaisonnement en sel et en poivre. Je ne résiste pas à l'envie de mettre une petite masse de beurre pour terminer la sauce. On appelle ça monter au beurre. Ça va donner du brillant à la sauce. Voilà. Et en même temps, ça va du moelleux et du brillant. Et bien maintenant, nous allons dresser. Il y a plusieurs manières de dresser. Voilà, en voilà une. Je vais mettre la sauce dans le fond. Vous voyez qu'elle est belle, elle est bien fine. On met un petit peu là. Voilà, et il nous en reste. Les côtes de porc ici. Maintenant, je vais disposer les pruneaux tout autour. Nous en avons 6 par personne. 6 pruneaux par personne. À la saison des prunes, à Namur, les ménagères, il y avait tellement de prunes qu'elles ne savaient qu'en faire. Et alors, il fallait les garder en réserve. Donc, il y avait plusieurs solutions. Soit on les conservait au vinaigre, soit on les faisait sécher dans le four de la cuisinière. À ma connaissance, il n'y a pas d'entreprise qui sèche industriellement les pruneaux. Soit on allait chez le boulanger, et après la cuisson du pain, c'était la cuisson des tartes, et puis on laissait les pruneaux dans le four. Et avec le pruneau séché, on faisait des recettes dans ce genre-là, et aussi on réalisait une sorte de compote de pruneaux pour faire la fameuse tarte au corin, qui est une tarte typiquement de notre région, qui était souvent couverte d'un treillis, et on l'appelait la tarte au treillis. Et voici qui va réjouir les cœurs, et je vous souhaite bon appétit. Bien, dans quelques instants, on va quand même goûter cette super défagne, mais avant de la goûter, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur ce côté artisanal que vous essayez de mettre en valeur. Quand on se balade ici, on voit qu'il y a toute une série de gestions électroniques des cuves, etc. Donc, où est la frontière pour vous entre l'artisanat et la grosse production là? La frontière est très floue et très vague. Il faut savoir que nous désirons que notre travail reste artisanal, en ce sens que le brasseur, je veux dire, travaille lui-même au milieu des cuves. Il concasse le grain, il sélectionne le grain, il change les tuyaux de place, il actionne les pompes de transfert, il concasse lui-même le grain, il porte les sacs sur son épaule qu'il va mettre dans la cuve. Donc il y a tout un travail manuel qui est fait. D'un autre côté, qu'est-ce que le consommateur désire? Et ça c'est un peu le problème de notre métier, c'est que le consommateur désire un produit avec une image artisanale mais qui est fabriqué industriellement. Et ça c'est le gros problème. Pourquoi? Parce que finalement le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? C'est une bière qui est fabriquée d'une certaine manière en janvier et au mois d'août. Il veut retrouver le goût. Il veut retrouver le goût, il veut un produit qui est tout le temps fabriqué de la même manière. Or, ça c'est un peu le problème. Donc, c'est ce que l'électronique nous permet, c'est-à-dire de cuire toujours au même dixième de degré près à la même température, que la fermentation se fasse avec des cuves qui sont toujours à la même température. Et toute cette gestion électronique, finalement, nous permet d'offrir au consommateur, c'est une sécurité pour qu'il ait une bière toujours identique. Donc, nous sommes artisans au niveau type de fabrication, mais nous sommes, je ne vais pas dire industriels, mais modernes en ce qui concerne la façon de fabriquer. Quand on regarde la production d'ici et qu'on compare ça aux autres brasseries de la région, vous êtes quoi? Nous sommes un mini-artisan au niveau belge, au niveau européen, au niveau mondial, et nous sommes une brasserie, je vais dire, moyenne au niveau régional. Il faut savoir qu'au niveau Super Défagne, nous fabriquons 7000 hectolitres. Une brasserie comme la brasserie du Boc fait environ 60 000 hectos et une brasserie comme Duvel fait 800 000 hectos. Et une des 2 salles de brassage de Châteauroux fait 4 millions d'hectolitres. Donc nous restons une petite brasserie, je vais dire, de type familial et sympathique, mais tout est une question de proportion et de comparaison. Ça dépend par rapport à qui on compare. Et oui. Est-ce qu'on pourrait dire que, vu votre taille, vu votre côté artisanal, vous êtes aussi un peu en danger par les nouvelles normes européennes? Ici, au niveau des nouvelles normes HACCP, nous sommes déjà aux normes, mais beaucoup de petits artisans vont avoir des difficultés parce que les nouvelles normes, c'est quoi? C'est l'inox. C'est en tout empêcher de pouvoir tout contrôler. Donc ça impose des investissements importants et le petit artisan qui fabrique encore dans sa cave ou dans ses annexes est condamné à terme parce qu'il ne saura pas investir. Ça, c'est un peu le problème, c'est que le terroir risque un peu de s'échapper. Avant que le terroir ne s'échappe, on va aller goûter leur production. On va continuer aussi la visite, mais avant ça, on va se tourner vers un projet qui vient de débuter, un projet qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. On reste dans le terroir, on reste dans la terre et l'agriculture. C'est le projet Solidarité et nous, on va boire cette bière. À votre santé. Chômeurs de longue durée, mini-mexés, jeunes en stage d'attente, Lucien, Hans, Jean-Noël ou encore Fabien ont décidé de prendre leur destin professionnel en main.
Stimulés par un projet d'éco-maraîchage, les voilà réintégrés dans le monde du travail. J'avais suivi une formation l'année passée d'1 an, et ce qui consistait en fait à cultiver rien que les légumes cette fois-là. Et on a parlé d'un projet, en fait on nous a parlé de plusieurs projets et ça m'a intéressé de continuer là-dedans, quoi. Et de trouver du travail en plus dans ce domaine-là. Semer, planter, fleurir les parterres de la commune, tout un programme anime ces jeunes venus retrouver bien plus qu'un travail, un véritable lien social et une reconnaissance. Il y a énormément de personnes qui viennent nous dire que le travail qu'on fait c'est bien, qu'il fallait quelque chose dans la commune de Jeudine, refleurir du moins, et voilà. Au départ on est déjà motivé, mais alors quand il y a les gens qui viennent près de nous, là, ça donne un peu plus de pêche, quoi, si vous voulez. À la tête de ce projet, un bel exemple de réinsertion. Chômeuse de longue durée, mère de famille, Chantal a saisi l'opportunité et a rejoint le projet Jeudi Naturel. De son expérience passée, elle tire les leçons. Je crois qu'il est important que les demandeurs d'emploi se rendent compte qu'il ne faut pas s'attarder à rester sans rien faire, qu'il faut bouger. C'est évident, on est dans une région qui est tout à fait isolée. Pour ces jeunes engagés à 4/5e temps, travailler au sein d'une équipe durant 1 an ne représente qu'une transition vers un futur contrat. Ils sont dans des contrats PTP, donc programme de transition professionnelle. Donc il est évident que c'est un passage. C'est peut-être leur donner l'amour de la culture, c'est réapprendre à travailler, réapprendre à avoir un horaire, réapprendre le respect de la hiérarchie et pouvoir se lancer, un espèce de trampoline. Marqués par une expérience professionnelle positive, ces jeunes ont retrouvé l'essentiel, la confiance en eux. Et nous nous retrouvons toujours dans la brasserie. Alors, Monsieur Piron, est-ce qu'on peut dire que réellement ici, on entre dans la phase la plus délicate du processus de fabrication de la bière? Oui, en effet, puisque c'est ici que va se réaliser la fermentation. Oui. On va donc rajouter la levure au mou qu'on lui a apporté. La levure va fermenter, c'est-à-dire qu'elle va transformer le sucre apporté en alcool et en gaz. Ensuite, après ces 5-6 jours de fermentation, on va passer en période de garde, c'est-à-dire qu'on va refroidir la bière va se clarifier. Elle va mûrir également et ensuite on passera au soutirage. Donc ça c'est vraiment tout le travail qui se passe dans ces cuves. Elles font un travail complémentaire ou bien elles sont vraiment autonomes? Non, donc chaque cuve permet de fabriquer une seule bière. Ah d'accord. On a ici différentes cuves, ça permet ainsi de proposer au public des bières différentes. Oui. Et qui varient selon les saisons? Donc selon les saisons, en hiver on va tourner avec des bières brunes plutôt lourdes. Et vers l'été, on va arriver vers des bières beaucoup plus légères, telles que des bières fruitées. Donc là, par exemple, on a quoi? On a la bière blonde Non, la bière blonde est en train d'être fabriquée. Donc ici, on a la bière blanche qui est en garde, la brune en fermentation. Et ensuite, on a la prochaine, ce sera une bière aux fruits pour proposer ça. Oui, fruitée, donc pour l'été. À base de... Ça, on n'en dira pas plus. Il faut garder le secret. Bon, on aura essayé. C'est pas grave, on passe tout de suite à l'agenda. Merci, Monsieur Kébou. Un bel été, le photographe fut l'œil du symposium de sculpture sur pierre à Comblain-au-Pont. Les 20 sculpteurs, les 20 pierres de Petit Grani et l'avancement du travail, tout sera méticuleusement répertorié en une sorte de film fractionné. Cette exposition, placée sous le signe du dialogue entre l'artiste et la matière, nous offre le premier stade de l'expression. Cette complicité se poursuit entre organisateurs, créateurs et observateurs critiques, une expérience déconcertante à tous les stades de sa réalisation. Et puis dès le début du 19e siècle, des guides et des récits de voyage vantant la vallée Mosane attisent la curiosité d'artistes belges, anglais et français, Turner, Boulanger, Courbet, Robs ou même Hugo. Et l'intérêt ne se démentira pas quelques dizaines d'années plus tard avec Toussaint, Paulus ou encore Delvaux. Cette exposition, organisée par l'Office des métiers d'art de la province de Namur et la confrérie Licrochon d'Anhé, présente des artisans dont le savoir-faire se rapporte à la table. Céramistes, couteliers, artisans du textile, ébénistes, dinandiers, ainsi qu'une série de menus des 19e et 20e siècles. Et puis vous le savez, les travaux d'agrandissement et de rénovation du musée se poursuivent. Et une exposition permanente de dessins, de gravures et d'huile de Robs vous sera proposée dans les salles habituellement consacrées aux expositions temporaires. Et les œuvres présentées seront bien entendu régulièrement renouvelées. Les œuvres les plus divertissantes de Robs, telles que des menus tout au plus savoureux, des lettres illustrées sur le thème du bien manger, seront exposées dans le cadre de l'année des saveurs.
Et puis en ce qui concerne les stages, le fil conducteur restera bel et bien lié au thème annuel. Les ateliers porteront donc sur l'autoportrait à la manière d'Arcimboldo ou encore sur les croquis réalisés dans le jardin des senteurs de Bambois. Autre possibilité, l'illustration d'un livre de cuisine. Comme chaque année, le secteur formation du service culturel de la province de Namur coordonne durant l'été une série de stages destinés au grand public. Pour tout renseignement, notez bien le 081 72 97 64. Et vous saurez tout sur les fruits sauvages de nos forêts, du cornouiller à la myrtille en passant par le sureau. Bref, de quoi vous permettre dès l'année prochaine de faire partager vos trouvailles cueillies au gré des promenades. Depuis 1997, le TAPS vous propose son voyage bisannuel à travers les cultures où la langue n'est pas un obstacle. Cette année, 7 spectacles étrangers, hongrois, français, hollandais, croates, marocains, russes et géorgiens, ainsi que 4 spectacles namurois. Et on va continuer cette émission spéciale terroir avec une petite brochure que j'aime bien finalement parce qu'elle s'appelle Balade des saveurs. Madame Hans, c'est un véritable bonheur cette brochure. C'est toute une série d'itinéraires où on combine à la fois le plaisir de voyager et le plaisir de manger. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai, comme vous le dites si bien, il n'y a pas d'escapade qui soit plus agréable que celle qui combine finalement le tourisme et la gourmandise. Alors, une petite brochure avec 11 promenades pédestres qui font de 2 à 10 km et 11 promenades vélo qui, elles, font de 12 à 30 km. C'est pas trop l'idéal pour faire en famille. Et alors pourquoi le choix de 11 de part et d'autre? Eh bien tout simplement parce que le pays des vallées, qui est la province de Namur, est composé de 11 vallées. Alors quand on lit un petit peu la brochure, on voit qu'on va dans la vallée du Boc, on va dans la vallée du Sanson, on va dans la vallée de SB. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver si on prend Alors cet exemple? dans la SB, c'est le nord namurois, c'est la vallée de la Mehaigne. Alors si vous faites une petite promenade pédestre, eh bien elle vous conduira sur 3,5 km au départ de Grand-Lay, en boucle, ce qui est toujours beaucoup plus simple évidemment. Et alors si vous choisissez la balade vélo, là il faudra faire attention parce que vous allez craquer, point de vue gourmandise. 20 km au départ de Leuze qui vont vous mener au travers du village de Longchamp pour arriver juste devant la société Upignac. Alors là, c'est sûr que oui, c'est le fleuron quand même de la gastronomie de terroir chez nous en province de Namur. Alors il vous faudra quand même reprendre le vélo pour continuer Mehaigne, Enray, Neuville et revenir à Leuze. Rien que du bonheur, je vous le disais. La brochure est gratuite, finalement on peut la trouver un peu partout. Voilà, tout à fait. Donc de quoi vous offrir un bon bol d'air gratuit, de quoi partir aussi à la rencontre des artisans producteurs qui jalonnent un petit peu les itinéraires qui sont décrits. Alors cette brochure, Balade Saveur, eh bien procurez-vous là très vite chez nous à la Fédération du Tourisme. Le numéro de téléphone est le 081 74 99 00. Un tout grand merci. On va se tourner maintenant vers un autre produit. On va quitter un peu le monde de la bière pour rentrer dans le monde du vin. On sait que les Belges adorent le vin, mais il y en a certains aussi qui en produisent et qui en produisent entre autres le long des vallées de la Meuse. On va découvrir ça tout de suite. Crions haro sur l'empereur Domitien qui voulait vers l'an 90 de notre ère arracher la vigne au bénéfice des céréales. Crions bravo à l'empereur Probus qui, 200 ans plus tard, rendit vigueur à la viticulture et introduisit, dit-on, la vigne en Gaule. À Namur, c'est probablement vers le Xe siècle que l'on vit apparaître les premiers essais de viticulture. Sur un parchemin daté du 25 mai 1233, il est déjà fait mention d'un legs de vigne situé sur le vignoble comtal de Namur, situé lui-même sur le versant sud-est du château. Le siège de Namur de 1577 par Don Juan fut un désastre pour Bullet qui ne s'en remit que très lentement. Le 9 septembre 1404, le bon métier des vignerons et jardiniers de Namur est institué par une charte émanant de l'échevinage. La plupart des métiers entourant la vigne, du tonnelier au cabaretier, sont également dignement présentés dans l'imagerie populaire. En 1675, une ordonnance du gouverneur général de Louis XIV faisait arracher la vigne, les vignes de Bullet, et aplanir les coteaux en vue de construire les fortifications. Sur cette carte du XIXe siècle, tous les vignobles, aujourd'hui pour la plupart disparus, sont mentionnés en rouge. Aujourd'hui, quoi de neuf pour le vignoble namurois? Bien, nous sommes ici dans le Clos des Collets. C'est un petit vignoble de 150 pieds. Il s'agit d'un cépage précoce de l'Ausse, Pinot Noir. Il est planté depuis 6 ans, donc il va produire pour sa 3e année. En principe, maintenant qu'il est adulte, il va pouvoir produire 1 litre de vin par pied. Nous ne sommes pas dans le Roussillon, malgré le ciel tout bleu, mais nous sommes bien à Wépion, à 8 km de Namur. Nous sommes une confrérie qui s'appelle la Commanderie des Coteaux de Meuse. Il y en a d'autres en province de Namur.
Et nous avons voulu réimplanter un vignoble comme ça se passait avant le 19e siècle. Bien, nous sommes ici au Clos Saint-Héribert. Il y a 650 pieds de Pinot Noir précoce de l'Ausse, donc le même cépage qu'au Clos des Collets. Mais nous avons planté également 200 pieds de Siger, donc un cépage qui va nous donner un raisin blanc, donc nous pourrons faire un vin blanc. Nous sommes non pas dans le Vaucluse, mais toujours à Wépion, à 8 km de Namur. Ici, vous voyez, nous avons une vigne qui est en taille royale actuellement, mais je la prépare en Guyot pour l'année prochaine. Voici le courson que je prépare pour l'année prochaine. Et comme vous le voyez, il va se développer 3 sarments qui vont donc l'année prochaine partir en courbe et qui vont donc produire des raisins. Nous sommes dans le 3e vignoble de la commanderie des Coteaux de Meuse, c'est le Clos du Bézelet. Vous voyez, c'est une culture tout à fait différente. Ce sont des vignes qui ont été plantées il y a une trentaine d'années, en espalier. Voyez-vous, les amateurs, disons, qui voulaient avoir leur petite consommation personnelle, plantaient ce type de vignes adossées contre les murs. Ici, nous avons une excellente exposition, plein sud. Nous nous trouvons à 3 km à l'est de Namur, dans la commune de Bay, d'où le nom de Bézelet. Maintenant, on a assez parlé des cépages et des vignobles. On va goûter le vin. Bien, alors Monsieur Piron, je crois qu'avant de se quitter, une dernière explication s'impose. Qu'est-ce que vous allez faire? Ceci, c'est la dernière étape du brassage. Donc on va tout simplement dédrécher. C'est-à-dire qu'on va éliminer la drèche et cette drèche sera destinée à l'alimentation animale. C'est le dédréchage? Le dédréchage, oui. Bien, je vous en prie. C'est tout ce qu'on ne boira pas. Ça, c'est-à-dire c'est ce qui n'est pas perdu. C'est-à-dire, vous allez en faire quoi exactement? C'est simplement pour l'alimentation du bétail. C'est un très bon complément pour l'animal et évidemment, on ne sera pas en tirer de la bière. Donc. Et bien voilà, Cédric, j'espère que vous aurez vous aussi appris pas mal de choses durant cette émission. J'ai tout compris. Parfait, tant mieux. Monsieur Piron, un tout grand merci pour tout. Nathalie aussi. Merci bien, et puis on se retrouve très bientôt. Alors, on attend de goûter tout ça, évidemment, mais surtout, ça, on sera entre nous. Surtout. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon travail.